que très souvent, la vieillesse n'est pas forcément, surtout dans un pays comme le nôtre, une représentation digne de ce que devrait être la connaissance. Les jeunes aujourd'hui devraient non seulement avoir la vigueur de la jeunesse, l'ouverture et le courage que comporte la jeunesse, mais aussi accumuler un savoir qui leur permette de lier les deux choses sans attendre d'être vieux pour regretter la vigueur de la jeunesse et se vanter des connaissances qu'on a. Je crois que ce concours national de dissertation scolaire sur l'éducation, le droit à l'éducation en particulier, devrait être une occasion pour les jeunes de sortir des sentiers battus, de ne pas répéter les études dont sont pleins les tiroirs des organisations internationales et des ministères d'Haïti sur le bilan de l'éducation, les programmes, et l'UNESCO en a fait pas mal, et les ministères en ont fait pas mal, les Nations Unies, le PNUD. Donc, il faut essayer de penser d'une façon nouvelle votre éducation. De quelle éducation avons-nous besoin? J'ai fait un film qui s'appelle La vraie révolution en Haïti, une éducation de qualité pour tous. Pas seule la révolution. Beaucoup de monde se gargarise du mot révolution, on parle beaucoup de révolution, mais il y a des révolutions qui sont de fausses révolutions. Il y a des révolutions qui ne sont pas du tout de révolution. Il y a des révolutions qui sont des révolutions à moitié, d'autres qui sont des révolutions faillies. Une vraie révolution comporte un changement sérieux de la réalité et des mentalités. Donc je crois que l'éducation, une éducation de qualité pour tous, ce sera ça la vraie révolution en Haïti. Je crois que ce qu'il faut dire de l'éducation en Haïti, c'est que c'est une éducation très mal conçue et très mal orientée en général. D'abord parce que c'est trop basé, et ça il faut s'en rendre compte, et finalement lutter contre cette situation, c'est basé sur le paraître, tromper les gens, le parcourisme. On apprend par cœur des formules, on cite sans trop bien les comprendre, et tout cela pour paraître savoir alors qu'on ne sait pas et tromper son monde. Donc déjà, que ce soit du point de vue didactique, pédagogique ou du point de vue éthique, c'est une façon très mauvaise de poser la question de l'éducation en Haïti. Donc il faut en finir définitivement. L'éducation ne sert qu'à une chose, à nous permettre d'utiliser le plus puissant ordinateur qui existe encore au monde, qui est le cerveau des jeunes Haïtiens. C'est nous apprendre à réfléchir de façon critique afin de bien poser les problèmes, donc de prendre les bonnes décisions et d'agir. Cela comporte une façon, un apprentissage différent et une formation des professeurs. Nous avons un gros problème de formation d'enseignants. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue au Burkina Faso. On parle beaucoup de Ibrahim Traoré actuellement, n'est-ce pas? Donc tout le monde connaît un peu le Burkina Faso, la terre des hommes et des femmes intègres. J'ai été à plusieurs reprises, à 5 reprises au Burkina Faso. Et une fois que j'y étais, j'ai vu des enfants avec pieds nus, avec des livres sous le bras. J'ai dit à mon guide, mais où vont-ils? J'aimerais bien savoir. Et il m'a invité à le suivre et on est arrivé dans la salle de classe qui était à l'air libre, des bancs rudimentairement construits. La classe avait commencé, donc les élèves un peu en retard se sont assis tout discrètement et nous aussi, très discrètement, on a commencé à observer la scène.
Et j'ai entendu le professeur, c'était une classe primaire, s'exprimer, je croyais qu'il parlait de sciences naturelles, et j'ai compris, et ça m'a fait un effet que j'ai dit à mon guide, regarde ça, un professeur d'école primaire, qui sait de quoi il parle, qui sait comment transmettre ses connaissances aux élèves, qui domine tellement bien cette langue qu'il utilise pour transmettre la connaissance. Et j'ai pensé tout de suite à mon pays, j'ai pensé à Haïti. Et j'ai dit, si nous avions de pareils professeurs en Haïti, on irait loin. Et le Burkina Faso, à ce moment-là, qui avait un revenu per capita presque égal au nôtre, eh bien, j'ai pensé, ce pays ira loin avec l'éducation que ses enfants sont en train de recevoir, avec si peu de moyens, mais avec une volonté, c'était une volonté politique. Il y avait alors Blaise Compaoré, qui était pas vraiment un dictateur, mais quelqu'un qui avait trempé dans l'assassinat de Thomas Sankara, comme vous savez. Mais malgré ça, à l'intérieur de ce régime, était en train de se constituer une nouvelle classe politique, une nouvelle classe de gens formés et bien éduqués. Et probablement, Traoré et les autres qui sont autour de lui maintenant sont passés par ces classes-là. Et là, je passe à la question de la langue. Le problème du créole et du français. C'est un problème beaucoup plus sérieux que l'on ne croit et qui échappe, je crois, pour l'affronter et résoudre à toute forme de démagogie. Toutes les études faites ici, ailleurs, depuis très longtemps démontrent qu'on ne peut apprendre bien que dans sa langue maternelle. En Haïti, même au lycée français où j'étais professeur pendant quelques temps, dans la cour, les élèves parlaient anglais. Donc vous imaginez. Donc le français en Haïti n'est pas une langue vraiment parlée, elle est comprise par un peu de gens, mais pour que nous dominions le français, l'apprenions vraiment et pouvions l'utiliser pour nos études et pour nos connaissances, il faut que nous considérions que ce soit une langue seconde. Donc, nous apprenons en créole, nous utilisons le créole pour que langage et pensée puissent bien fonctionner, et nous apprenons le français pour bien le parler, et pas pour feindre, pas pour continuer à entretenir ce mythe que nous avons que nous sommes des francophones, nous parlons français. Donc, ça, c'est quelque chose, je crois, d'indispensable. Ça va faciliter beaucoup la tâche de nos professeurs, qui quelquefois s'efforcent, j'ai assisté à des classes ici également, de transmettre des connaissances, mais comme ils ne dominent pas la langue qu'ils utilisent pour transmettre ces connaissances, donc ils s'empêtrent à n'en plus finir, et voilà. On perdra tout le complexe qu'on a en général, qui est un complexe orthophonique, c'est-à-dire de prononciation, qui rate le R, qui rate le U. Eh bien, nous allons nous débarrasser de tous ces complexes et nous allons pouvoir nous occuper de l'essentiel, qui est le contenu de ce que nous enseignons. Donc là, non seulement nous avons besoin de bons professeurs, nous avons besoin de bons contenus, de contenus adaptés à notre réalité, qui nous permettent de comprendre cette réalité pour prendre les bonnes décisions par rapport à cette réalité et pour transformer cette réalité. Et notre éducation n'est pas faite dans ce sens. Quand je suis sorti, moi, d'une école qui était considérée comme une école presque élitiste, le petit séminaire collège Saint-Martial, il fait toutes mes classes. Et quand je suis arrivé en Europe, exilé et en même temps étudiant, c'est là que j'ai compris au contact des jeunes Européens que je ne comprenais jamais, que je n'avais rien appris de l'école d'où je venais, qui était une école soi-disant d'élite, pour me confronter à la vie. Je ne comprenais rien aux points cardinaux. Les gens me disaient, écoute, ça se trouve à l'Est. L'Est, ça signifiait rien du tout pour moi. À 200 mètres ne signifiait rien pour moi. Jean-Marie Déoudat, qui a été à Limonade, me disait, il a demandé un jour à un de ses élèves, parce qu'il se rendait compte qu'on ne pouvait pas utiliser les mesures. Combien penses-tu que mesure ton pied? Il lui a dit 3 mètres. On n'a pas avancé beaucoup depuis lors.
Donc il faut revoir tous les contenus dans l'enseignement scientifique, dans l'enseignement littéraire, dans l'enseignement des langues. Nous allons bien apprendre le français puisque c'est une langue seconde et nous allons apprendre les autres langues qui nous sont utiles, l'anglais, l'espagnol, pour ne pas être totalement isolés dans la Caraïbe et dans le continent. Nous ne connaissons pas notre territoire, nous n'apprenons pas les critères qui nous permettent de bien habiter ce territoire, donc nous habitons très mal notre pays et c'est horrible. Notre maison, la maison haïtienne, c'est les 27 750 km² que constitue la superficie de ce pays. Eh bien, nous nous comportons de cette manière. Cette maison-là, là où il est prévu d'avoir le salon, c'est là que nous allons aux toilettes. On fait caca au salon. Et puis la cuisine, on dort dans la cuisine. Et puis, voilà, c'est un peu ça. On ne s'occupe pas. Il nous faut, et il faut qu'à l'école, on enseigne déjà aux enfants à aménager ce territoire, à le protéger, à protéger notre environnement, qui est notre bien commun fondamental. Donc il faut une éducation à l'environnement tout de suite. Et là aussi, quand j'ai fait le film, La vraie révolution en Haïti, c'est une éducation de qualité pour tous, je croyais que ça allait devenir un slogan. On allait le répéter partout, la vraie révolution, éducation de qualité pour tous. Ça n'a pas été le cas. Mais on a regardé le film. Mais après, j'ai un slogan, une autre formule que j'utilise, qui est un peu une formule un peu outrancière. Mais je le fais exprès. Je dis que dans ce pays, il faut consacrer 40% du budget national à l'éducation, 40% à l'environnement et 20% pour tout le reste. Bon, ça pourrait être 30% pour l'éducation, 30% pour l'environnement et 40% pour tout le reste. Parce que quand, après la dernière guerre mondiale en Europe, vous avez les pays ressurgir, comme les pays de l'Est européen, la Pologne, mais l'Allemagne elle-même, tous ces pays ont pu ressurgir parce qu'on a consacré des parties énormes du budget national à l'éducation. De même, il en a été dans les pays asiatiques. Au Japon, ou bien dans les fameux dragons asiatiques, n'est-ce pas? Taïwan, Sud-Corée, Singapour, etc. Ils ont consacré la majeure partie de leur budget, pas la majeure partie, mais une très grande partie de leur budget à l'éducation. Et quand vous ferez une dissertation, malheureusement je ne vois pas beaucoup d'élèves dans la salle, mais quand vous ferez votre dissertation, vous n'allez pas débiter tout ce qui a été déjà dit et écrit sur l'éducation. Vous allez dire que dans cette éducation, ce qu'il faut avant tout regarder le budget de l'État pour voir s'il y a une volonté politique réelle d'éduquer ce peuple, d'éduquer ses enfants.